Mes parents ont refusé 123 € pour la chirurgie de ma fille, préférant offrir une maison à mon frère. Elle n'a pas survécu. Le mois dernier, mon frère, aux urgences, avait besoin d'aide. Mon téléphone vibre. J'ai répondu, et si je disais non? Le médecin a pâli. Bonjour à tous. Je m'appelle Mélanie Dubois. J'ai 35 ans. Il y a 5 ans, mes parents m'ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens d'aider à sauver la vie de ma fille de 7 ans. Ils ont dit que l'argent était compté, qu'ils vivaient avec un revenu fixe, que tout ce qu'ils possédaient était immobilisé dans des comptes de retraite. 2 mois plus tard, j'ai découvert qu'ils s'étaient portés garant pour un appartement avec vue sur l'océan à 1,25 million d'euros à Biarritz, pour mon frère, Léo. L'accord d'achat avait été signé 2 semaines seulement avant que le cœur de ma fille ne lâche définitivement. Ils ne savaient pas que je gardais tout. Chaque reçu, chaque email, chaque message texte. 63 pages de preuves. Le mois dernier, Léo s'est effondré dans son bureau à Marseille. Leucémie myéloïde aiguë. Les médecins de l'hôpital Saint-Joseph ont dit qu'il avait besoin d'une greffe de moelle osseuse. Une correspondance HLA parfaite, 10 sur 10. Ma mère m'a appelé pour la première fois en 4 ans. Elle pleurait. Mélanie, tu es son seul espoir. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé dans ce qu'il croyait savoir de moi. Mais pour comprendre pourquoi, je dois vous ramener à l'époque où je croyais encore que mes parents aimaient leurs 2 enfants de la même manière. Je suis né en 1990. Léo est arrivé 4 ans plus tôt, en 1986. Nous avons grandi à Versailles, une de ces banlieues soignées où chaque allée avait 2 voitures et où chaque lycéen semblait destiné à une grande école. Mon père, Grégoire Dubois, était expert comptable dans un cabinet de taille moyenne. Ma mère, Hélène Dubois, était vice-présidente régionale à la Banque Populaire. De l'extérieur, nous ressemblions à une famille de cartes postales, stable, à l'aise, prévisible. Mais si vous regardiez les chiffres, et j'ai fini par le faire, vous verriez le schéma. Le fonds universitaire de Léo, 34 000 €. Le mien, 8 200 €. J'ai trouvé les relevés des années plus tard en les aidant à transférer des fichiers sur un nouvel ordinateur portable. Je me souviens avoir fixé ces soldes, mon estomac se serrant. Quand je l'ai demandé à ma mère, en essayant de garder une voix décontractée, elle a souri et m'a dit, « Chérie, Léo est plus âgé. Nous avons eu plus de temps pour économiser pour lui. Ne t'inquiète pas, nous t'aiderons aussi. » Ils m'ont aidé avec des prêts. J'ai obtenu mon diplôme de la Sorbonne en 2012 avec 61 000 € de dettes étudiantes. Léo a été diplômé de Sciences Po en 2008, sans dette, avec un poste à la division de gestion de patrimoine privé de Goldman Sachs, pratiquement qu'il attendait. Noël 1998 est toujours gravé dans ma mémoire. J'avais 8 ans. Léo en avait 12. Il a déchiré le papier cadeau pour révéler une toute nouvelle Nintendo 64 avec 4 jeux. J'ai déballé un vélo d'occasion d'une brocante. Mes parents l'avaient repeint en violet en aérosol parce qu'ils savaient que c'était ma couleur préférée. Nous pensions que tu apprécierais l'exercice, a dit mon père en souriant. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Je me suis dit que l'amour ne se mesurait pas en euros. J'avais tort. Les dîners de famille se sont lentement transformés en célébration du succès de Léo. Thanksgiving 2015, je venais de commencer à travailler pour une association à but non lucratif de défense du logement à Paris. Je gagnais 41 000 € par an. J'étais fier de ce travail. Ça comptait. Ma mère a posé la dinde et a rayonné vers Léo. Parle à tout le monde de l'affaire, mon chéri. Léo s'est penché confortablement en arrière. J'ai conclu une acquisition de 12 millions d'euros la semaine dernière, la plus importante de notre division ce trimestre. Des applaudissements ont rempli la pièce. Mon père a levé son verre de vin. C'est mon fils. Puis ma mère m'a regardé presque par inadvertance. Mélanie, comment va l'association? La façon dont elle a dit association me donnait l'impression que c'était un passe-temps. Ça va bien, ai-je dit. Nous avons logé 3 familles ce mois-ci. C'est bien, chérie. Le bonus de Léo cette année-là était de 340 000 €. Il en a parlé comme on parle de la météo. Quand j'ai rencontré Daniel Mercier en 2013, mes parents ont immédiatement demandé combien il gagnait. Daniel était ingénieur en infrastructure civile, gagnant environ 60 000 €. Stable, responsable, gentil.
Nous sommes tombés amoureux rapidement. Le genre d'amour qui donne l'impression que vous vous cherchez depuis toujours. Quand Léo a commencé à fréquenter Sophie Martin, une avocate d'affaires avec un CV soigné et des connexions puissantes, mes parents ont voulu savoir qui elle connaissait. Vous voyez la différence? Daniel m'a demandé en mariage en 2014. Nous étions ensemble depuis 1 an seulement. J'étais enceinte. Ce n'était pas prévu, mais nous étions prêts. Nerveux, oui, mais prêts. Mes parents étaient moins enthousiastes. À ma fête prénatale, ma mère a forcé un sourire. Bon, au moins Daniel a un emploi stable. L'ingénierie est pratique. Mon père nous a donné un chèque de 500 € comme cadeau de naissance. Plus tard, j'ai découvert qu'il avait donné 15 000 € à Léo pour sa première voiture le même mois. Ma fille, Ava Dubois, est née le 3 avril 2014. 3,2 kg. Née à l'hôpital universitaire de Bordeaux en Gironde. Elle avait mes yeux verts, brillants et curieux, et le sourire calme et doux de Daniel, le genre de sourire qui vous fait sourire en retour même dans vos pires journées. Mes parents sont venus la voir 2 fois au cours de sa première année. Léo a envoyé une carte cadeau de 50 €. Je me suis dit que ça allait. Ils étaient occupés. Léo construisait sa carrière. Je construisais ma famille. Daniel et moi avions l'un l'autre. Nous avions Ava. C'était suffisant. Du moins, c'est ce que je me disais depuis 7 ans. Et puis Ava est tombée malade. Le 12 mai 2021, ce fut le jour où tout a commencé à se dénouer. Ava s'est évanouie à l'école. Son institutrice de CE2 m'a appelé alors que j'étais en pleine révision de dossier, aidant une mère célibataire à trouver un logement d'urgence. Mon téléphone a vibré sur la table. J'ai failli l'ignorer. Nous ne devions pas prendre d'appel personnel pendant les consultations, mais quelque chose m'a fait jeter un coup d'œil. Madame Dubois, c'est Anne Lefebvre, l'institutrice d'Ava. Elle s'est évanouie pendant la récréation. L'infirmière est avec elle, mais je pense que vous devriez venir. J'étais dans ma voiture en moins de 3 minutes. Quand je suis arrivé, Ava était assise dans le bureau de l'infirmière, pâle, un peu tremblante, mais elle a souri quand elle m'a vu. « Salut, maman. Je vais bien. J'ai juste eu des vertiges. » L'infirmière m'a doucement tiré à part. Son rythme cardiaque était élevé, 130 battements par minute. Elle dit qu'elle est fatiguée beaucoup ces derniers temps. Vous devriez peut-être vérifier cela. Nous sommes allés directement aux urgences cet après-midi-là. Ils ont fait un électrocardiogramme. Le médecin, jeune, épuisé mais gentil, est revenu avec des résultats qui m'ont fait tomber le moral. Madame Dubois. Le rythme cardiaque d'Ava est anormal. Je vous réfère à la cardiologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Ils devront faire une échocardiographie. On n'est pas référé là-bas pour rien. Notre rendez-vous était le 18 mai. 6 jours de sommeil à peine. 6 jours à regarder Ava jouer avec ses poupées et rire devant les dessins animés, totalement inconsciente que quelque chose à l'intérieur de sa poitrine ne fonctionnait pas comme il le fallait. Daniel a pris sa journée. Nous sommes allés ensemble à Toulouse, les mains jointes fermement sur le siège avant. Ava fredonnait une chanson de la Reine des Neiges à l'arrière comme si c'était n'importe quel autre mardi. Salle 7B, cardiologie pédiatrique. Docteur Isabelle Moreau. Elle avait la quarantaine avancée, des mèches d'argent dans ses cheveux foncés, stables et composés, le genre de présence qui empêche les parents de s'effondrer complètement. Elle a fait l'échocardiogramme elle-même, faisant glisser la sonde sur la petite poitrine d'Ava pendant qu'Ava regardait l'écran avec fascination. « C'est mon cœur ?» a demandé Ava. « C'est ça », a répondu doucement Dr Moreau. Assez incroyable, n'est-ce pas? Une fois l'examen terminé, elle a demandé si Ava voulait choisir un autocollant dans la salle d'attente. Une infirmière lui a pris la main. Puis Dr Moreau s'est assise en face de nous. Monsieur et Madame Dubois. Ava souffre de cardiomyopathie dilatée. Les mots semblaient cliniques, distants. Son muscle cardiaque est élargi. Il ne pompe pas efficacement. Sa fraction d'éjection, le pourcentage de sang que son cœur éjecte à chaque battement, est de 28%. Une plage normale se situe entre 50 et 70%. Je l'ai entendu. Je n'ai juste pas compris. Qu'est-ce que cela signifie, ai-je demandé.
Cela signifie que son cœur est défaillant. Daniel a émis un son à côté de moi. Pas tout à fait un halètement, plus comme si l'air lui avait été coupé. Docteur Moreau a continué, son ton calme mais compatissant, cette condition peut être génétique. Elle est progressive. Sans intervention, la fonction cardiaque de votre fille continuera de décliner. Quel genre d'intervention ai-je réussi? Elle n'a pas hésité. Elle a besoin d'une greffe de cœur. La pièce a semblé basculer sur le côté. Une greffe, ai-je répété? Oui, la liste nationale de transplantation prend en moyenne environ 18 mois, mais l'état d'Ava est suffisamment grave pour que nous puissions demander un statut prioritaire. Cela augmente considérablement ses chances de recevoir un cœur de donneur à temps. À temps, a répété Daniel faiblement. Pour l'inscrire formellement, a continué Dr Moreau, nous devrons soumettre des documents et un acompte. Daniel a cligné des yeux. Un acompte. Elle a fait glisser un papier sur le bureau. J'ai fixé ce papier. Acompte pour inscription à la transplantation, 178 000 €. Couverture d'assurance estimée, 37 000 €. Responsabilité du patient, 178 000 €. Acompte requis avant inscription. Ma vision s'est réduite à ce chiffre, 178 000 €. Je sais que c'est accablant, a dit doucement Dr Moreau. Le coût total de la chirurgie de transplantation et du suivi de la première année est d'environ 1,4 million d'euros, mais l'assurance couvrira la majeure partie une fois qu'elle sera officiellement inscrite, a dit Dr Moreau doucement. L'acompte est ce qui l'a fait entrer sur cette liste. Sans cela, elle n'a pas terminé. Elle n'avait pas besoin de le faire. Sans la transplantation, ai-je murmuré, que se passe-t-il? Dr Moreau a maintenu mon regard. 6 mois à 1 an, peut-être moins. Je suis vraiment désolé. Avec la transplantation, son taux de survie à 5 ans est d'environ 83%. 83%. Pas une garantie, mais une chance. Une vraie chance. Nous devons agir rapidement, a-t-elle continué. Je vous recommande fortement de l'inscrire dans les 8 prochaines semaines, plutôt si possible. 8 semaines pour réunir 178 000 €. J'ai regardé Daniel. Il fixait la paperasse comme si elle était écrite dans une autre langue. Nous sommes rentrés en silence. Ava s'est endormie sur la banquette arrière. Cette nuit-là, après l'avoir mise au lit, Daniel et moi nous sommes assis à notre table de cuisine et avons tout passé en revue. Épargne, 12 000 €. Le 401K de Daniel, il pouvait retirer jusqu'à 50 000 €, mais après impôts et pénalités, nous aurions peut-être 42 000 € en main. Mon 401K, 18 000 €. Valeur nette immobilière, 0. Nous étions locataires. Carte de crédit déjà mise à rude épreuve par les factures d'hôpital au fil des ans. Nous avons créé une cagnotte GoFundMe. Daniel a rédigé la description. Je ne pouvais pas. Chaque phrase que j'essayais de taper ressemblait à supplier. Notre fille Ava, âgée de 7 ans, a besoin d'une greffe de cœur pour survivre. S'il vous plaît, aidez-nous à lui donner une chance. Nous l'avons partagé partout. Facebook, Instagram, groupes paroissiaux, collègues de Daniel, mes collègues, chaque parent à l'école maternelle. 3 semaines plus tard, nous avions recueilli 55 000 € auprès de plus d'1 millier de personnes. Amis, voisins, étrangers envoyant 10 €, 20 €, 50 €, accompagnés de messages disant « Nous prions pour Ava, soyez forts et que Dieu vous bénisse ». J'ai pleuré en lisant chacun d'eux. Mais il nous manquait toujours 123 000 €. Le 3 juin, 2 heures du matin. Nous étions réveillés depuis des heures, appelant des banques, recherchant des prêts médicaux, cherchant n'importe quoi. J'ai appelé 15 prêteurs, a dit doucement Daniel. La dette médicale n'est pas considérée comme une garantie. Ils ont tous dit non. J'ai fixé le chiffre sur la page. 123 000 €. Mail, a dit Daniel doucement. Nous avons besoin de tes parents. Je n'avais pas demandé d'argent à mes parents depuis 15 ans. Pas depuis l'université, quand ils avaient clairement fait savoir que devoir demander de l'aide était un signe de mauvaise planification. Mais là, il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait d'Ava. J'ai décroché le téléphone. Mes mains tremblaient. Le 8 juin 2021, 19h14. L'appel a duré 11 minutes.
Je le sais parce que j'ai vérifié le journal d'appel ensuite, encore et encore, essayant de comprendre comment tout s'était effondré si vite. Maman? Mélanie? Bonjour, ma chérie. Comment vas-tu? Pas très bien. Je dois te parler de quelque chose d'important. Est-ce que papa est là? Il regarde les informations. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout dit. Le diagnostic, la fraction d'éjection de 28%, la transplantation, l'acompte de 178 000 euros, la cagnotte, les 123 000 euros qui nous manquaient toujours. Il y eut un long silence. Oh, chérie, a-t-elle dit finalement. Sa voix avait cette sympathie prudente que les gens utilisent lorsqu'ils se préparent à dire non. C'est dévastateur. Je suis tellement désolé. Avez-vous essayé une GoFundMe? Elles peuvent faire des merveilles. Nous l'avons fait, ai-je dit. Nous avons recueilli 55 000 euros. Il nous manque toujours de l'argent. Et l'assurance? Ils couvriront la chirurgie une fois qu'elle sera inscrite, mais nous avons besoin de l'acompte pour l'inscrire. Une autre pause. Laisse-moi parler à ton père, a-t-elle dit. Nous te rappellerons. Ils ont rappelé 4 jours plus tard, le 12 juin, 19h03. Mon père a tout dit. Ma mère est restée silencieuse en arrière-plan. Mélanie, ta mère m'a expliqué la situation. Nous sommes dévastés pour toi. Vraiment, mais nous devons être honnêtes sur notre réalité financière. J'ai serré le téléphone. D'accord. Nous avons pris notre retraite anticipée en 2019. Nous vivons de la sécurité sociale, des retraites et de nos comptes d'investissement. La plupart de nos fonds sont bloqués dans des portefeuilles d'indices. Le marché a été volatile. Si nous liquidons maintenant, nous perdrions une partie importante du capital. Nous ne pouvons pas mettre en péril notre retraite. Papa, ai-je dit, ma voix se brisant. Ava a 7 ans. Je comprends cela, a-t-il répondu d'une voix égale. Mais nous devons penser à long terme. Nous avons 66 et 64 ans. Et si nous tombons malades? Et si nous avons besoin de soins de longue durée? Nous ne pouvons pas simplement tout vider. Ma gorge s'est serrée. Combien avez-vous réellement en épargne? Une pause. Ce n'est pas pertinent. Combien, Mélanie? Nous n'en discutons pas. J'ai besoin de 123 000 euros pour sauver la vie de ma fille. Nous n'avons pas de liquidité, a-t-il dit fermement. Je vous en supplie. Je suis désolé, Mélanie. Nous aimerions aider, mais nous ne pouvons pas. Et puis il a raccroché. Je suis restée assise, fixant mon téléphone, attendant que le moment devienne réel. Il ne l'est pas devenu. Daniel l'a appelé le lendemain. Je ne le savais pas à l'époque. Il me l'a caché pendant des mois parce qu'il ne voulait pas ajouter une autre couche de douleur. Daniel a appelé mon père directement. Le 22 juin, 16h32. L'appel a duré 6 minutes. Selon Daniel, le ton de mon père était plus froid qu'avec moi. Mon garçon, nous comprenons que tu aies peur, a-t-il dit. Mais nous ne pouvons pas encourager l'irresponsabilité financière. Tu dois explorer d'autres options. Puis il a ajouté quelque chose qui me retourne encore l'estomac. Et le père biologique d'Ava. Daniel était devenu silencieux. Oh, a continué mon père, presque avec désinvolture. Tu n'es pas lui, n'est-ce pas? Daniel ne m'a parlé de cette conversation que 3 mois après la mort d'Ava. Nous étions allongés au lit, incapables de dormir, et il l'a dit comme si cela lui pesait sur la poitrine depuis tout ce temps. Je n'ai pas pleuré. Je crois que j'en étais au-delà. Mais je me souviens avoir pensé, mon père a dit ça à mon mari pendant que notre fille mourait. Le 28 juin, Daniel et moi avons pris l'avion pour Biarritz. Nous avons payé les billets sur une carte de crédit que nous ne pouvions pas nous permettre d'utiliser. Nous devions essayer encore une fois en face à face. L'appartement de mes parents était dans une rue tranquille à Biarritz. Je me souviens de l'adresse parce que je l'ai cherché plus tard. Valeur estimée dans les 400 000 euros. Ils avaient réduit leur train de vie après la retraite, vendu la maison de Versailles et déménagé dans le sud pour le soleil et les avantages fiscaux. Ma mère a ouvert la porte, surprise. Mélanie, Daniel, vous ne nous avez pas dit que vous veniez. C'était à la dernière minute, ai-je dit. Elle m'a serré dans ses bras.
Elle sentait encore la lotion à la lavande, la même qu'elle portait pendant toute mon enfance. Pendant une fraction de seconde, j'ai eu 8 ans à nouveau, convaincu que ma mère pouvait tout réparer. Nous nous sommes assis dans leur salon, nouveau canapé sectionnel, un vélo peloton coincé dans la chambre d'amis, un réfrigérateur à vin intégré brillant dans la cuisine. J'ai tout expliqué à nouveau. L'échéance, le compte à rebours. Ma mère a pleuré. De vraies larmes. Elle m'a tenu la main. Si nous avions l'argent, nous vous le donnerions, a-t-elle dit. Tu le sais, mais nous sommes plus âgés maintenant. Et si nous tombons malades? Et si nous avons besoin de soins de longue durée? Et si Ava meurt, ai-je chuchoté. La télévision à écran plat, le réfrigérateur à vin, pas d'argent pour Ava. Nous avons repris l'avion le lendemain matin. 2 semaines plus tard, le 8 juillet, je les ai convaincus de rendre visite à Ava à Toulouse. Elle a tendu les bras. Ma mère s'est penchée prudemment, consciente des perfusions. « Comment vas-tu, chérie ?» « Je vais bien, » a dit Ava joyeusement. « Les médecins disent que je vais avoir un nouveau cœur. Comme une mise à niveau. » Ma mère a souri à travers les larmes. « C'est ça, ma belle. Tu es si forte. » Mon père était assis au bord de son lit. « Tu es une combattante, ma petite Ava. » Ils sont restés 2h30. Ils lui ont lu un livre, regardé son émission préférée, ri à ses blagues, puis sur le parking de l'hôpital, j'ai demandé à nouveau, « Papa, s'il te plaît. » Il a secoué la tête. « Mélanie, nous en avons déjà discuté. » Ils sont montés dans leur voiture de location et sont partis. L'échéance était dans 7 jours. Le 15 juillet 2021. J'ai appelé Dr Moreau. Nous n'y sommes pas arrivés, ai-je dit. Ma voix semblait creuse, détachée. Nous n'avons pas l'argent. Il y eut une pause à l'autre bout. Je suis vraiment désolé, Mélanie, a-t-elle dit doucement. Que se passe-t-il maintenant? Nous continuerons les soins de soutien. Nous gérons ses symptômes. La garder confortable. Confortable? Pas vivante. Confortable? Elle a 7 ans, ai-je dit. Je sais, a répondu doucement Dr Moreau. Je suis vraiment désolé. Cette nuit-là, Ava m'a demandé quand elle aurait son nouveau cœur. J'ai menti. Bientôt, lui ai-je dit. Août a été brutal. Le 22 août, sa fraction d'éjection est tombée à 18%. Elle a perdu 4 kg en 3 semaines. Elle était fatiguée tout le temps. Elle commençait à jouer avec ses poupées et devait s'arrêter pour reprendre son souffle. Un après-midi, elle était allongée sur le canapé, sa tête sur mes genoux. « Maman » a-t-elle dit doucement. « Je suis fatiguée tout le temps. Est-ce normal ?» J'ai forcé un sourire et j'ai caressé ses cheveux. « Ton cœur travaille très fort, ma belle. Tu es si forte. » Elle m'a regardé avec ses yeux verts. « Quand vais-je avoir mon nouveau cœur ? » Bientôt, ai-je murmuré, mais nous savions tous les deux. Les médecins nous avaient dit des semaines, pas des mois. J'ai appelé mes parents une dernière fois le 19 août. Aucune réponse. Je n'ai pas laissé de message. Le 8 septembre, Ava a été admise aux soins intensifs. Son cœur était défaillant. Daniel et moi ne l'avons pas quitté. Nous lui avons tenu les mains. Nous lui avons raconté des histoires. Nous lui avons chanté ses chansons préférées. À 6h31 le 9 septembre 2021, son cœur s'est arrêté. Ils ont essayé de la réanimer. J'ai regardé les compressions thoraciques sur le petit corps de ma fille de 7 ans. J'ai regardé les moniteurs. J'ai regardé les médecins échanger des regards. À 6h47, Dr Moreau m'a regardé. Heure du décès? 6h47. Je suis si profondément désolé, a dit doucement Dr Moreau. Daniel s'est effondré en sanglots. Tout son corps tremblait. Je suis resté assise en tenant la main d'Ava. Elle était encore chaude. Je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas. J'avais l'impression que mon corps avait coupé quelque chose juste pour survivre à l'instant. J'ai tenu sa main pendant 40 minutes avant qu'une infirmière ne me dise doucement que je devais la lâcher. Je n'ai pas appelé mes parents. Léo l'a fait. Je ne sais pas comment il l'a su.
Peut-être l'hôpital. Peut-être les parents de Daniel. Ça n'a pas d'importance. Ils sont venus pour les funérailles. Le 14 septembre 2021. Cimetière de Versailles, Yvelines. Plus de 300 personnes sont venues. Amis, collègues, parents de l'école d'Ava, membres de notre église, même des étrangers qui avaient fait des dons à la cagnotte et qui ne nous avaient jamais rencontrés en personne. Mes parents étaient assis au dernier rang. Ils ne se sont pas assis avec moi. Ils ne m'ont pas approché avant le service. Ils sont restés au fond. Ma mère portait un tailleur noir de créateur. Mon père avait son blazer bleu marine, celui qu'il gardait pour les occasions formelles. Après l'enterrement, ma mère s'est approchée de moi. « Chérie », a-t-elle dit, tendant la main vers moi. « Nous sommes tellement désolés. S'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire. » J'ai retiré ma main. « Vous auriez pu faire quelque chose, ai-je dit. » Ma voix semblait vide, creuse. « Tu n'as pas le droit de dire ça, a-t-elle murmuré. « Partez. » Mon père a commencé à parler, mais je me suis retourné et je suis parti. 2 jours plus tard, une carte de condoléances est arrivée par la poste. Rire à l'intérieur se trouvait un chèque de 500 €. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis je l'ai déposé et j'ai donné chaque euro au fonds de transplantation cardiaque pédiatrique de Toulouse au nom d'Ava. Je n'ai plus parlé à mes parents. Ou du moins, je le pensais. Pendant 2 mois après la mort d'Ava, j'ai à peine fonctionné. J'ai démissionné. Je ne pouvais pas défendre d'autres familles quand je ne pouvais pas sauver mon propre enfant. Daniel est retourné au travail après 3 semaines. Nous avions toujours des factures. Quelqu'un devait garder les lumières allumées. Je suis resté à la maison. Je me suis assise dans la chambre d'Ava. J'ai fixé ses jouets. J'ai plié et replié ses vêtements. Le sommeil a disparu. L'insomnie est devenue normale. Je m'allongeais jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin, rejouant chaque conversation avec mes parents, chaque plaidoyer, chaque porte qui se refermait. Le 19 novembre 2021, 2h14 du matin. Je faisais défiler Facebook dans le noir. Je ne sais même pas pourquoi. Habitude. Peut-être quelque chose pour occuper mes mains. C'est là que j'ai vu la publication de ma mère. Hélène Dubois, week-end magnifique à visiter la nouvelle superbe maison au bord de l'eau de Léo. Tellement fier de notre fils qui réussit. Béni via Marseille maman fière. Il y avait 6 photos. Léo et Sophie debout sur un balcon surplombant l'eau, la ligne d'horizon derrière eux. Fenêtre du sol au plafond, comptoir en marbre, plancher en bois franc poli, une vue qui semblait chère. 64 mentions j'aime, 22 commentaires. Magnifique. Quelle vue. Tellement heureux pour lui. J'ai fixé l'écran. Léo a acheté un appartement. J'ai fermé l'application. J'ai posé mon téléphone. Je n'ai pas dormi pendant des semaines. Je ne pouvais pas me défaire de l'image. Ce balcon. La fierté dans la légende de ma mère. Le 14 janvier 2022, à 3h28 du matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je ne savais pas ce que je cherchais. Une confirmation peut-être, ou quelque chose pour correspondre à la colère qui mijotait sous ma peau. J'ai cherché des appartements avec vue sur le front de mer à Biarritz. J'ai parcouru les annonces et puis je les trouvais. Des unités de luxe dans des gratte-ciel à partir d'1 million d'euros. J'ai cliqué sur le site web du bâtiment. Unité d'angle, dernier étage, vue sur l'océan. Cela correspondait exactement aux photos. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai recherché les registres publics de la propriété pour la Gironde. N'importe qui peut y accéder. J'ai tapé l'adresse. La page s'est chargée. Propriétaire, Léo Grégoire Dubois. Date d'achat, 15 octobre 2021. Prix de vente, 1 250 000 €. Mes mains ont commencé à trembler. 15 octobre, 1 mois et 6 jours après la mort d'Ava. J'ai cliqué sur voir l'historique des transactions. C'est là que je l'ai vu. Accord d'achat signé le 23 août 2021. Acompte, 250 000 €. Virement, 232 000 € du compte joint de Grégoire Dubois et Hélène Dubois. Le 23 août, 2 semaines avant la mort de ma fille.
Il signait des documents hypothécaires pendant que je suppliais Dieu de garder le cœur d'Ava battant. J'ai tout imprimé. Dossier de propriété, acte de propriété, divulgations hypothécaires, confirmation de virement, 63 pages. J'ai remis cela dans un classeur à 3 anneaux. Je n'ai pas pleuré. J'en étais au-delà. Rire le lendemain soir, Daniel est rentré et m'a trouvé à la table de la cuisine entouré de paperasses. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» a-t-il demandé. J'ai fait glisser le classeur vers lui. Il a lu en silence. J'ai regardé son expression changer. Confusion, choc, puis rage. « Ils avaient l'argent » a dit Daniel doucement, puis plus fort, presque incrédule. « Mélanie, ils avaient l'argent. » Continue de lire. Il a tourné à la page 18. Relevé de compte Fidelity de mon père, juillet 2021. Solde, 920 000 €. Page 19. Roulement de retraite Charles Schwab de ma mère. Solde, 710 000 €. Plus de 1,6 million d'euros d'actifs de retraite, mais pas de liquidité. Pas d'aide pour Ava. C'est là que Daniel a trouvé l'email. Nous avions toujours un vieil iPad dans la cuisine, celui que nous utilisions il y a des années pour partager des photos de famille. Il était toujours connecté au compte email de ma mère. Elle ne s'était jamais déconnectée. Elle n'avait jamais rien supprimé. Daniel a fait défiler jusqu'en août 2021 et il était là. De Grégoire Dubois à Hélène Dubois, Léo Dubois. Date, 10 août 2021, 21h14. Objet, opportunité d'investissement à Biarritz. Léo, nous avons examiné les projections financières. Le marché de Marseille est fort. Si nous allons de l'avant avec un acompte de 250 000 €, vos perspectives d'appréciation de capitaux propres sont solides. ROI estimé de 12 à 15% dans les 3 ans, ce qui surpasse largement nos allocations obligataires actuelles. Ta mère et moi avons longuement discuté de la situation de Mélanie. Nous voulons bien sûr aider, mais nous devons être réalistes. La transplantation est un pari. Même avec la chirurgie, les taux de survie à long terme sont incertains. Liquider une grande partie de notre portefeuille de retraite pour un peut-être n'est pas judicieux. Ton appartement, cependant, est un actif tangible, un rendement garanti. La richesse familiale doit rester dans la famille. Procédons et concluons. Daniel m'a tendu l'iPad. J'ai lu l'email une fois, puis une deuxième, puis une troisième. La richesse familiale doit rester dans la famille. Je ne faisais pas partie de la famille. Ava n'était pas la famille. Nous étions un pari, peut-être, un mauvais investissement. La vue sur l'océan de Léo était le pari sûr. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé une feuille de calcul. J'avais besoin de le voir clairement, chronologiquement, sans émotion. 15 juillet 2021. Échéance d'inscription à la transplantation manquée. Il nous manquait 123 000 €. 10 août 2021. Email approuvant l'investissement immobilier de Léo. 23 août 2021. Accord d'achat signé. Acompte de 250 000 €. 25 août 2021. Virement de 232 000 € du compte joint de Grégoire et Hélène Dubois. 9 septembre 2021. Ava est décédée. 15 octobre 2021. Acte déposé. Léo possédait officiellement l'appartement. Ils avaient l'argent. Ils avaient toujours l'argent. Ils ont choisi son horizon pour son cœur. J'ai regardé Daniel. Je veux dîner avec eux. Il a cligné des yeux. Quoi? Un dîner de famille. Nous tous. Toi, moi, mes parents, Léo, Sophie. Je veux m'asseoir en face d'eux, Mélanie. Je veux qu'ils me regardent dans les yeux. Daniel est resté silencieux un long moment. Puis il a hoché la tête. D'accord. J'ai appelé ma mère le 1er février 2022. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, essoufflée. Mélanie. Bonjour, maman. Silence, puis j'ai entendu sa voix se briser. Oh mon Dieu. Je ne pensais pas que tu... Comment vas-tu? J'ai réfléchi, ai-je dit calmement, à tout. À nous. Je veux essayer de guérir. Silence. Puis j'ai entendu ses pleurs. Oui. Oui, bien sûr. Oh,
Mélanie, je suis tellement contente que nous puissions tous nous asseoir et parler. Recommencer. Je pense que nous devrions dîner, ai-je continué. Nous tous. Absolument. J'appellerai Léo. Nous pouvons le faire ici à Biarritz. Quand pouvez-vous venir? Que diriez-vous du week-end prochain, samedi le 12? Parfait. Je préparerai ton plat préféré. Vous n'êtes pas obligé. J'insiste. Nous avons réservé des vols cette nuit-là. Daniel m'a demandé si j'étais sûr. Je lui ai montré le classeur. Je suis sûr. Le 12 février 2022, 18h. Nous sommes arrivés à la maison de mes parents à Biarritz. La voiture de location de Léo était déjà dans l'allée, une Tesla blanche. Ma mère a ouvert la porte avant que nous puissions frapper. Elle m'a serré dans ses bras en sanglotant. « Je suis tellement heureuse que tu sois là », a-t-elle murmuré. Je suis resté raide un instant. Puis j'ai légèrement tapoté son dos. « Salut, maman. » Mon père est apparu dans l'encadrement de la porte derrière elle. Il semblait plus mince, plus gris. « Mélanie », a-t-il dit, tendant la main. Je l'ai serré. Léo et Sophie étaient dans le salon. Léo s'est levé quand nous sommes entrés. « Salut, petite sœur », a-t-il dit maladroitement. « Ça fait longtemps. »« Oui », ai-je répondu. « Ça fait longtemps. » Sophie a souri poliment. « C'est bien de te voir, Mélanie. » Nous nous sommes assis à table. 6 assiettes, saumon glacé, légumes rôtis, purée de pommes de terre, une bouteille de chardonnay sur la table. Les 15 premières minutes étaient de la petite conversation. Mon père a demandé à Daniel de son travail. Daniel a gardé ses réponses courtes. Ma mère a demandé si nous mangions assez. Sophie a parlé de Marseille, d'une nouvelle affaire d'entreprise que son cabinet traitait. Léo a mentionné sa promotion, le plus jeune vice-président de sa division. Félicitations, ai-je dit sèchement. Mon père s'est tourné vers moi. Et toi, Mélanie? Tu ne travaillais pas dans cette organisation de services familiaux? J'ai démissionné, ai-je dit après la mort d'Ava. Je ne pouvais pas aider d'autres familles quand je n'ai pas pu sauver la mienne. Silence. Grattement de fourchettes sur les assiettes. 8 secondes, j'ai compté. Ma mère s'est éclaircie la gorge. Le temps a été magnifique ici, a-t-elle dit rapidement. Beaucoup plus chaud qu'en Île-de-France. Et l'appartement de Léo est à couper le souffle, juste au bord de l'eau. J'ai pris une gorgée de vin. J'ai vu les photos, ai-je dit. Oh, vraiment? Ma mère a souri. Rire n'est-ce pas magnifique? Il l'est, ai-je répondu. Je me suis tourné vers Léo. Quand l'avez-vous acheté? Il a hésité. L'automne dernier. Nous avons conclu en octobre, je crois. Le 15 octobre, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Oui, ça me dit quelque chose. Et quand avez-vous fait l'offre? Août, peut-être. Pourquoi? J'ai fouillé dans mon sac et j'en ai sorti le classeur. Je l'ai placé au centre de la table. Toutes les fourchettes se sont arrêtées de bouger. Je l'ai ouvert à la première page. Ceci, ai-je dit d'une voix égale, est l'acte de décès d'Ava. 9 septembre 2021. Cause du décès, arrêt cardiaque secondaire à une cardiomyopathie dilatée. Signé par Dr. Isabelle Moreau. Le visage de ma mère a perdu toute couleur. J'ai tourné la page. Ceci est l'enregistrement de propriété de la Gironde pour l'appartement de Léo à Biarritz. Prix d'achat, 1 250 000 €. Acompte, 250 000 €. Co-signataires, Grégoire et Hélène Dubois. La mâchoire de mon père s'est serrée. Page 5, ai-je continué, ma voix stable. Confirmation de virement. 25 août 2021. 232 000 € transférés de votre compte joint à l'entiercement de Léo. Sophie regardait son assiette. Page 12. J'ai fait glisser l'email imprimé sur la table. 10 août, objet, opportunité d'investissement à Biarritz. Et puis je l'ai lu mot pour mot. Quand je suis arrivé à la ligne, la richesse familiale doit rester dans la famille, ma voix a vacillé, mais j'ai continué. Page 18. Papa, ton compte Fidelity,
juillet 2021. Solde, 920 000 euros. Page 19. Maman, ton roulement de retraite Schwab, 710 000 euros. Vous aviez plus d'1,5 million d'euros. Mon père s'est levé brusquement. Mélanie, ceci est sorti de son contexte. Tu m'as dit que tu n'avais aucune liquidité. Nous n'en avions pas. Vous avez viré 232 000 euros 6 semaines après m'avoir dit que vous étiez fauché. Ma mère pleurait maintenant. Nous essayons de penser à long terme, a-t-elle dit. Pour la famille. Ava était la famille. Pour la première fois, ma voix s'est élevée. Elle avait 7 ans. Léo a finalement parlé prudemment. Mélanie, je ne connaissais pas tous les détails. Maman et papa ont pris une décision financière. L'appartement était un investissement. L'immobilier s'apprécie. Les frais médicaux sont imprévisibles. Il n'y a pas de garantie. Je l'ai regardé. Répète ça. Il a hésité. Je veux juste dire statistiquement. Ses chances n'étaient pas excellentes. Même avec la transplantation, son taux de survie à 5 ans était de 83%. C'est toujours un risque, a-t-il dit. L'appartement a un rendement mesurable. Elle avait 7 ans. Les oreilles de Léo sont devenues rouges. Sophie a tendu la main vers son bras. Léo, arrête. Mais mon père se tenait debout maintenant, le visage rouge. Vous voulez de l'honnêteté, a-t-il rétorqué. Très bien. Nous avons fait un choix. Les chances de survie d'Ava étaient incertaines. Nous sommes retraités. Nous devons protéger notre avenir. La propriété de Léo était un actif stable. Nous avons choisi la décision financière responsable. Je l'ai fixée. La décision financière responsable. Oui, a-t-il dit plus fort maintenant. Et même si nous vous avions donné l'argent, il n'y a aucune garantie qu'Ava aurait survécu. Les enfants atteints de cardiomyopathie avancée ne s'en sortent pas toujours. Nous aurions vidé des centaines de milliers d'euros sur un. Il s'est arrêté, mais il était trop tard. Sur un quoi, ai-je demandé doucement. Silence. Dis-le. Il ne l'a pas fait, mais nous l'avons tous entendu de toute façon. Daniel s'est levé si vite que sa chaise a raclé le carrelage. Sophie a laissé tomber sa fourchette. Ma mère a halté. Je me suis levé lentement. Vous avez raison, papa, ai-je dit. Ma voix était calme maintenant, froide. Ava est morte, et vous avez décidé que sa vie ne valait pas le risque. Ce n'est pas ce que je. Vous aviez l'argent. Vous avez choisi une vue sur le balcon plutôt que son cœur. Vous avez choisi des comptoirs en granit plutôt que son souffle. Vous avez choisi votre fils plutôt que votre petite fille. Ma mère sanglotait. J'ai pris mon sac. Voici ce qui va se passer maintenant. Vous ne me contacterez plus jamais. Pas d'appel, pas de texto, pas de mail. Ne venez pas chez moi. Si je vous vois en public, je ferai demi-tour. Mélanie, appelez dès ma mère. Vous n'êtes pas mes parents. Vous êtes des investisseurs qui ont décidé que mon enfant n'était pas un investissement solide. J'ai regardé Léo. Profite de la vue. Chaque lever de soleil sur la baie de Biscaye. Souviens-toi de ce que ça a coûté. Tu as financé ce balcon avec sa vie. Son visage s'est effondré. Je me suis tourné vers Daniel. Nous partons. J'ai laissé le classeur sur la table. Gardez-le, ai-je dit. Encadrez-le. Nous sommes sortis. Derrière nous, ma mère pleurait. Mon père criait quelque chose que je n'ai pas pris la peine d'entendre. La porte s'est fermée et le silence s'est étiré pendant des années. La première semaine a été implacable. Ma mère a appelé 47 fois en 3 jours. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro. Mon père a envoyé des emails. Je voyais les lignes d'objets dans le volet de prévisualisation avant de les supprimer sans les lire. Lis ceci, s'il te plaît. Je suis désolé. Laisse-moi t'expliquer. Mélanie, s'il te plaît. Je les ai marqués comme spam. Léo a envoyé un texto une fois. Nous devons parler. Bloqué. Le 21 février, j'ai changé de numéro de téléphone. Je ne leur ai pas dit. La lettre a commencé en mars. Papier crème écrit à la main,
cursive bouclée de ma mère. Je l'aurais reconnu n'importe où. J'ai écrit le retour à l'expéditeur sur l'enveloppe et je l'ai remise à la boîte aux lettres. La deuxième lettre est arrivée une semaine plus tard. Même enveloppe, même papier crème. J'ai écrit le retour à l'expéditeur dessus et je l'ai remise à la boîte aux lettres. En mai, j'avais renvoyé 11 lettres. La 11e est arrivée le 3 avril, l'anniversaire d'Ava. Elle aurait eu 8 ans. Je ne l'ai pas retournée. Je l'ai brûlée dans l'évier de la cuisine. Daniel m'a trouvé debout là à regarder le papier se recroqueviller et noircir en cendres. Il n'a rien dit. Il m'a juste serré dans ses bras. J'ai commencé une thérapie fin février. Docteur Hélène Richard, mardi à 16h, 120 € la séance. L'assurance en couvrait la majeure partie. Elle avait des yeux gentils et des cheveux argentés tirés en un chignon bas. Elle n'a pas forcé. Elle n'a pas jugé. Elle a juste écouté. Lors de notre 3e séance, elle m'a demandé doucement, « Faites-vous le deuil de votre fille ou de votre famille ?» Des deux, ai-je dit. Vous avez le droit de faire le deuil des deux pertes. Je n'en ai perdu qu'une seule, ai-je répondu. L'autre n'a jamais vraiment été la mienne. Elle a laissé cela flotter dans la pièce un instant. Pensez-vous que vous leur pardonnerez un jour? Non, vous n'êtes pas obligé, a-t-elle dit. Je me suis sentie plus légère en quittant ce bureau. En juin, j'ai repris le travail, mais pas dans mon ancienne association. Je ne pouvais pas y retourner. Trop de souvenirs de qui j'étais avant que tout ne se brise. J'ai rejoint la coalition lyonnaise pour la défense des droits de l'enfant, 61 000 € par an, travaillant avec des enfants placés, des enfants qui avaient été déçus par les personnes censées les protéger. Je les comprenais. En avril 2023, Léo a essayé de me contacter via LinkedIn. J'ai vu le message dans mon dossier de demande. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai survolé l'aperçu. Mélanie, je sais que tu ne liras pas ceci, mais je dois essayer. Je ne comprenais pas à quel point les choses étaient graves avec Ava. J'étais concentré sur le travail. Je suis désolé. Je veux arranger les choses. Il n'y avait pas d'arrangement possible. Il n'y avait que le départ. Je l'ai supprimé. Daniel et moi avons construit quelque chose de nouveau. Les soirées en amoureux sont revenues. Les rires sont revenus. Lentement, avec précaution, nous avons planté un cerisier dans notre jardin pour Ava. Il fleurit chaque avril. Pendant un temps, j'ai cru que j'en avais fini avec eux. Fini avec les choix. Fini avec le passé. Près de 4 ans après avoir quitté ce dîner à Biarritz, mon téléphone a sonné. Léo s'était effondré dans une salle de conférence de son entreprise à Marseille cet après-midi-là. Je ne le savais pas encore. J'étais à mon bureau en train de travailler sur un rapport de placement pour une fille de 14 ans qui avait été placée dans 6 foyers en 2 ans. J'essayais de lui trouver un endroit où elle pourrait enfin rester. Mon téléphone s'est allumé. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a fait répondre. Allô? Respiration lourde. Puis, Mélanie, s'il te plaît, ne raccroche pas. C'est ta mère. J'ai gelé. C'est maman. Je sais que tu ne veux pas me parler. Je sais, mais c'est Léo. Il s'est effondré. Il a la leucémie. Les médecins disent qu'elle est agressive. Ils disent qu'il a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Ils disent que tu es son seul espoir. S'il te plaît, Mélanie, je t'en supplie. C'est ton frère. J'ai serré le téléphone. Comment avez-vous eu ce numéro? Ça n'a pas d'importance. S'il te plaît, je n'ai pas de frère. Et j'ai raccroché. Je suis resté assise à mon bureau, fixant le mur pendant un long moment. Daniel m'a trouvé dans la même position ce soir-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit. Que allez-vous faire? Rien. Il n'a pas discuté, mais je pouvais le voir dans ses yeux. Il ne pensait pas que ça s'arrêterait là. Rire 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Numéro différent. Mademoiselle Dubois, je suis Olivia Martin, avocate spécialisée dans les patients à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. J'appelle concernant votre frère, Léo Dubois. Sa voix était stable, professionnelle, sans pression. Je n'ai pas raccroché.
Léo a été admis il y a 5 jours avec une leucémie myéloïde aiguë. C'est un sous-type agressif. Il a commencé la chimiothérapie, mais sans greffe de moelle osseuse, son pronostic est extrêmement mauvais. Je n'ai rien dit. Nous avons testé tous les membres de sa famille proche, son épouse, ses 2 parents. Aucun n'est donneur compatible. Une pause. Et vous m'appelez parce que, ai-je dit doucement. Parce que l'évaluation préliminaire suggère que vous pourriez être une correspondance HLA parfaite. Un parfait 10 sur 10, et vous aimeriez que je sois évalué? Oui, a-t-elle dit doucement. Nous demandons si vous envisageriez de faire le test. La pièce semblait très immobile. Il y a 4 ans, ils m'ont dit qu'une vie était un pari. Maintenant, ils me demandent de le devenir? Les frères et sœurs ont environ 25% de chances d'être des correspondances compatibles. Il est votre seul frère. Seriez-vous prête à subir un typage HLA? C'est juste une prise de sang. Il n'y a aucune obligation au-delà. Olivia a continué de parler. J'ai fermé les yeux. Si je dis non. Il y eut une pause. Nous continuerons à chercher dans le registre national, mais les chances de trouver une correspondance parfaite 10 sur 10 auprès d'un donneur non apparenté sont inférieures à 1%. Sans transplantation, son pronostic est de 4 à 8 semaines. 4 à 8 semaines. Ava avait 6 mois à 1 an. Mes parents avaient décidé que cela ne valait pas le risque. J'ai besoin de temps, ai-je dit. Bien sûr, mais le temps est la seule chose dont ils ne disposent pas beaucoup. J'ai raccroché. Et pendant 4 nuits, du 15 au 19 décembre, je n'ai pas dormi. Daniel ne m'a pas fait pression. Il est juste resté proche, s'est assuré que je mangeais, s'est assis à côté de moi lorsque le poids de tout cela pesait trop lourd sur ma poitrine. Je n'arrêtais pas de penser à Ava. Que voudrait-elle que je fasse? Je connaissais la réponse. Je la détestais. Le 17 décembre, j'ai appelé docteur Richard et j'ai demandé une séance d'urgence. Elle a libéré son emploi du temps. Nous nous sommes assis dans son bureau, la lumière hivernale filtrant à travers la fenêtre, et je lui ai tout raconté. « Qu'est-ce qui vous retient ?» a-t-elle demandé. « Si je le sauve, ai-je dit. »« Il gagne. »« Qui gagne ?»« Mes parents, Léo, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Ils obtiennent toujours ce qu'ils veulent. Et si vous ne le sauvez pas, j'ai été silencieuse un long moment. Je deviens comme eux. Docteur. Richard s'est légèrement penché en avant. Mélanie, si Ava était assise dans cette pièce en ce moment, que lui diriez-vous? J'ai fermé les yeux. Je pouvais la voir. 7 ans, yeux verts vifs, ce sourire. Je lui dirais que je l'aime, ai-je murmuré. Je lui dirais quelle est la meilleure chose que j'ai faite. Et que vous dirait-elle? Je n'ai pas eu besoin de réfléchir. Elle me dirait de le sauver. Le 19 décembre à 9 h, j'ai appelé Olivia. Je vais le faire, ai-je dit. Je ferai un don, mais j'ai des conditions. Bien sûr, a-t-elle répondu. De quoi avez-vous besoin? Je ne veux pas voir mes parents avant la procédure. Je ne veux pas voir Léo. Je ferai cela et ensuite j'en aurai fini. Nous pouvons organiser des salles d'attente séparées et une convalescence privée. Vous n'aurez pas à voir qui vous ne voulez pas voir. D'accord. Merci, mademoiselle Dubois, a-t-elle dit doucement. Vous lui sauvez la vie. Je ne le fais pas pour lui, ai-je répondu. La procédure était prévue pour le 27 décembre. Daniel et moi avons pris l'avion pour Marseille le 26 pour la préopération. Tu es sûr, a-t-il demandé une dernière fois. Je l'ai regardé. Ava le ferait, ai-je dit. Alors, je le ferai. Si vous avez écouté jusqu'ici, merci. Je sais que cette histoire est lourde. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, je veux vous poser une question. Si les personnes qui vous ont fait du mal avaient besoin de vous pour les sauver, que feriez-vous? Partiriez-vous ou choisiriez-vous différemment? Laissez vos réflexions ci-dessous. Je lis tous les commentaires. Le jour avant la procédure, le 26 décembre, Daniel et moi sommes arrivés à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. Olivia avait tout organisé. Salle de préopération privée, zone d'attente séparée. Sécurité informée. J'ai vu ma mère une fois brièvement dans le couloir devant l'aile chirurgicale. Elle m'a repéré.
Son visage s'est effondré. Mélanie. La sécurité s'est interposée entre nous. Madame, vous devez retourner à la zone d'attente familiale, a dit fermement le garde. Mélanie, s'il te plaît. Merci. Merci beaucoup. La voix de ma mère s'est brisée derrière moi. Je n'ai pas m'arrêté. Je n'ai pas tourné la tête. J'ai juste continué à marcher. La préopération était au 2e étage de l'hôpital Saint-Joseph, L-Ouest, salle 214. L'infirmière m'a tout expliqué d'un ton pratique et régulier. La moelle osseuse sera extraite de votre os pelvien sous anesthésie générale. La procédure prendra environ 4 heures. Vous resterez une nuit pour observation. Vous êtes très courageuse, a-t-elle dit gentiment. Je ne suis pas courageuse, ai-je répondu. Je ne suis juste pas comme eux. Le 27 décembre, 6 heures. Ils m'ont conduite à la salle d'opération. J'ai compté à rebours à partir de 10. Je n'ai pas dépassé 7. Je me suis réveillé vers 11h30, étourdi, lourde. Mon hanche me faisait mal comme si j'avais été frappé par une batte. Daniel était assis à côté du lit. « Salut », a-t-il dit doucement. « Est-ce que ça a marché ?» Ils ont eu ce dont ils avaient besoin. Un peu plus d'1 litre. La transplantation de Léo est demain matin. J'ai hoché la tête et j'ai fermé les yeux à nouveau. 1 heure plus tard, une infirmière a vérifié mes signes vitaux. Comment est votre douleur? Sur une échelle de 1 à 10? 6. Elle a ajusté la perfusion. Vous avez fait quelque chose de remarquable aujourd'hui. S'il vous plaît, ne dites pas à ma famille dans quelle chambre je suis, ai-je dit. Déjà réglé, a-t-elle répondu. Ce soir-là, il y eut un coup à ma porte. Je le savais avant de regarder. Léo se tenait dans le couloir, mince, pâle, chauve à cause de la chimio. Il semblait avoir 20 ans de plus que la dernière fois que je l'avais vu. Mélanie, a-t-il dit doucement. Je sais que tu ne veux pas me voir. J'avais juste besoin de dire quelque chose avant demain. S'il te plaît. Je suis resté dans l'embrasure de la porte. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je ne mérite pas ça, a-t-il dit. Je sais que tu aurais pu me laisser mourir. J'aurais compris. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je sais, mais j'ai besoin que tu m'écoutes. Je suis désolé de ne pas avoir pris ta défense, pour l'appartement, pour Ava. Je suis désolé pour tout ça. Je l'ai regardé un long moment. D'accord. Il a cligné des yeux. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je dise, ai-je demandé. Que je te pardonne. Je ne te pardonne pas. Mais je ne vais pas te laisser mourir. Pas parce que tu es mon frère. J'ai fait une pause. Parce que je ne suis pas comme eux. Ses yeux se sont remplis de larmes. Retourne dans ta chambre. Tu as une transplantation demain. Il a hoché la tête et s'est retourné pour partir. Léo. Il s'est retourné. Ava aurait voulu que je te sauve. C'est pour ça que je l'ai fait. Il a avalé difficilement. Je n'oublierai pas 3 semaines plus tard, j'étais de retour chez moi à Lyon quand Olivia a appelé. Mademoiselle Dubois, je voulais vous donner des nouvelles. L'engraftement de Léo est fort. Son taux de blast est tombé à 2%. La transplantation a fonctionné. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas retenir. Il a demandé s'il pouvait avoir vos coordonnées pour vous remercier. Non. Compris. Mais ce que vous avez fait, c'était extraordinaire. J'ai fait ce qu'Ava aurait fait, ai-je dit. C'est tout. J'ai raccroché. Je me suis assise sur le canapé, fixant le mur. Je ne me sentais pas heureuse. Je ne me sentais pas guérie, mais je me sentais plus légère. 6 mois plus tard, Olivia a rappelé. Il y a une lettre pour vous de la part de vos parents. Ils ont demandé si je pouvais vous la transmettre avec votre permission. J'ai hésité. Puis j'ai dit oui. L'enveloppe était épaisse. J'ai failli ne pas l'ouvrir, mais je l'ai fait. Mélanie, nous n'attendons pas le pardon. Nous ne le méritons pas. Nous avons fait un choix qui a brisé notre famille. Ton père n'est plus le même depuis cette nuit. Ni moi non plus. Nous sommes en thérapie ensemble et séparément,
essayant de comprendre comment nous sommes devenus des personnes capables de ce que nous avons fait. Le mois dernier, nous avons vendu notre maison de Biarritz. Nous avons fait don de la totalité des recettes, 440 000 €, au fonds de transplantation cardiaque de l'hôpital universitaire de Toulouse au nom d'Ava. Cela ne la ramènera pas. Cela n'annulera pas notre échec. Mais nous avions besoin que tu saches que nous avions tort. Profondément tort. Si tu veux un jour parler, nous sommes là. Si tu ne le souhaites pas, nous comprenons. Nous t'aimons. Nous sommes tellement désolés. Maman et papa. 6 juin se trouvait le reçu officiel de la fondation de l'hôpital universitaire de Toulouse. 440 000 €, fonds de transplantation cardiaque Ava Dubois. J'ai appelé docteur Richard. Ils ont donné l'argent de la maison, ai-je dit. Comment vous sentez-vous? Je ne sais pas. C'est normal. Dois-je leur répondre? Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas non plus. Alors, attendez, a-t-elle dit doucement. Attendez jusqu'à ce que vous le sachiez. J'ai attendu. Un matin d'hiver, j'ai finalement appelé ma mère. Elle a répondu à la première sonnerie. Mélanie. Bonjour, maman. Silence, puis des pleurs silencieux. Je veux essayer quelque chose, ai-je dit prudemment. Café, petit déjeuner chez moi, toi et papa. Oui, a-t-elle dit immédiatement. Oui. Quand? Samedi le 10, 10 heures. Nous serons là. Un samedi matin de février, mes parents se tenaient sur mon porche. Ils semblaient plus vieux, plus petits, d'une certaine manière. J'ai ouvert la porte. Entrez. Ma mère m'a serré dans ses bras. Je me suis raidi un instant. Puis j'ai laissé mes bras reposer légèrement contre son dos. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine. Daniel avait préparé du café. Œufs brouillés, toast, fruits. 4 assiettes, 4 chaises. Au début, le silence était épais. Puis lentement, nous avons commencé à parler. Pas d'Ava. Pas encore. Des petites choses. Le travail, la météo, le nouveau projet de Daniel, le club de lecture de ma mère. La photo d'Ava était sur la cheminée derrière eux. Tout le monde la voyait. Personne n'en a parlé, mais personne ne détournait non plus le regard. Quand mes parents se sont levés pour partir, ma mère a hésité à la porte. Pourrions-nous faire ça encore un jour? J'y ai réfléchi. Peut-être, ai-je dit. Je vous ferai savoir. Mon père a hoché la tête, sa voix calme. C'est plus que ce que nous méritons. Merci, Mélanie. Ils sont descendus du porche et ont marché jusqu'à leur voiture. Daniel a passé son bras autour de ma taille. Comment te sens-tu? Rire, j'ai regardé les feux arrière disparaître au loin dans la rue. C'est un début, ai-je dit. Et puis j'ai pleuré. Pas de chagrin, pas de colère, mais de quelque chose de plus doux, rire, quelque chose qui ressemblait un peu à de l'espoir. Les gens me demandent tout le temps si je leur ai pardonné. Je n'ai pas de réponse simple. Le pardon n'est pas un interrupteur que l'on actionne. C'est un processus, inégal, compliqué. Certains jours, je me réveille encore en colère. Certains jours, je vois le visage d'Ava dans mon esprit, et l'injustice de tout cela me frappe comme une vague. Mais je vois aussi ceci. Mes parents ont vendu leur maison de retraite à Biarritz. Ils ont donné chaque euro, 440 000 €, au fonds de transplantation cardiaque de Toulouse pour aider d'autres enfants en attente de greffe. Des enfants qui ont besoin d'une chance. Léo appelle une fois par mois. Je ne réponds pas toujours. Parfois, oui. Nous parlons du travail, de la météo, de petites choses ordinaires. Nous ne sommes pas proches. Nous ne le serons peut-être jamais. Et ce n'est pas grave. Je n'ai pas sauvé Léo parce que je lui ai pardonné. Je l'ai sauvé parce que je ne suis pas comme eux. Parce qu'Ava m'a appris quelque chose qu'ils n'ont jamais compris. L'amour n'est pas transactionnel. Ce n'est pas une stratégie d'investissement. Ce n'est pas une question de rendement garanti. C'est un choix. Ils ont choisi mal. J'ai choisi différemment. La semaine dernière, j'ai rendu visite à la tombe d'Ava, cimetière de Versailles, le jour de la Saint-Valentin. J'ai apporté des roses roses, ses préférées.
Je suis resté assise là pendant près d'1 heure à lui parler comme je le fais toujours. Je lui ai parlé des petits déjeuners avec grand-mère et grand-père, de Léo, du fonds de transplantation à son nom qui a déjà aidé 2 enfants à recevoir un nouveau cœur. Je lui ai dit qu'elle me manquait et pour la première fois en 6 ans, quand je me suis levé et que je me suis éloigné de ce cimetière, j'ai souri. Le soleil se couchait. J'avais un rendez-vous chez le thérapeute dans 1 heure. Daniel était à la maison en train de préparer le dîner. Mon téléphone a vibré. Un texto de ma mère. Merci pour hier. Je t'aime. Je n'ai pas répondu tout de suite, mais je ne l'ai pas supprimé non plus. Progrès. 4 assiettes, 4 chaises, un début. Pas parfait, mais réel. Et peut-être que c'est suffisant. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est ceci. L'amour n'est pas un calcul. Ce n'est pas une feuille de calcul. Ce n'est pas un retour sur investissement. Il ne s'agit pas de cote, de pourcentage ou de protéger ce qui est pratique. Quand mes parents ont choisi la sécurité plutôt que la chance de vie de ma fille, ils ont cru prendre une décision rationnelle. Mais l'amour n'est pas rationnel. L'amour est un choix que vous faites quand cela vous coûte quelque chose. Je ne pouvais pas contrôler ce qu'ils choisissaient. Mais je pouvais contrôler qui je devenais. Quand j'ai accepté de donner ma moelle osseuse, ce n'était pas parce que le passé était effacé. Ce n'était pas parce que la douleur avait disparu. C'était parce que je refusais de laisser l'amertume me définir. J'ai refusé de devenir quelqu'un qui mesure une vie par sa probabilité de succès. Vous ne pouvez pas toujours réparer ce qui est cassé. Vous ne pouvez pas toujours annuler ce qui a été perdu, mais vous pouvez décider quel genre de personne vous êtes quand cela compte le plus. Et parfois, choisir différemment est la seule justice que vous obtiendrez jamais. Because when your player model hits the ceiling like that, it gets pushed through. It's not supposed to do that. They know it. Love that. To a You just sucky have- play. That For- man knew what they were doing. Okay. Like, once the ice wall breaks, can you come down from there, or are you stuck? Yeah. Okay. No, you can be effectively stuck. Wait, what? Yeah, you're not allowed to do it. If it happens in games, like actual tournament-based games, it's Is it kind of- bannable? It's kind of annoying. Well, it's not a bannable thing. Like, Oh. if you do it and someone walks into it and it happens to happen, you pretty much have to like kind of sort of restart the match at that point, right? Like, I don't know Damn. what the circumstances are when it happens in tournaments to the T, but I would assume that the player would be killed off. Like, they would have to be force killed. That sounds like something that can be abused easily. Traveling to There's only so Lima. many spots you can do it. Prepare your defenses. I mean, yeah, true. Select your hero. What am I? Tank? Oh boy. I keep getting placed with Kimbu. It's kind of wholesome. That was funny. The sarcasm was funny. I wasn't okay. It's okay, we have a Zenyatta and he has many levels. I have faith. I have no faith. I have all the faith. I have Take faith mine, in you, 'cause I have Kimbu, none. because you're good at the game. Bro, I'm being nice to him and all he's doing is laughing now. Considering how you were treating him earlier, I don't blame him. I mean, everybody treats him the same way. Why am I the problem? You've been here for 1 day. How do you know how everyone treats me? I can read you. That doesn't actually make sense. I mean, I don't know. You try at one point you try to use a mental illness as an excuse to mistreat people. That was pretty funny. Attackers incoming. Oh no. Oh my goodness. Yo, another Reinhardt? I am ready. But his name is Listen, Junkrat, so I might be dead. Listen, I am sorry That's fine. for what I said. I didn't mean it in an I mean, offensive manner. It's fine. That's what we on- And you can't call someone upset if they, try to dish out the same energy. Well, I That wasn't doesn't the make one who much called sense. me It's a kind of like, cunt. what? It's like, what? No, now he's upset. Like, how does that make sense? Like I'm shocked Kimber's responding. Like, what do I do? Well, I'm sorry. Yo, was- okay.
Oh my god! That just. How did that happen? Fucking Bastion just walked off the map. I think he got. I don't think I grabbed him. You didn't. He just walked off. I think I'm trying to dodge the fucking charge and he just walked off. That was the plan all along. Somebody please clip that, bro. Oh, Lucio booped him. Oh, that one. Okay. That makes more sense. Listen. Wait, Kimbu, what? Why are the people in your ping so much better at the game? What the fuck is going on? What, my ping? Yeah, this isn't my pick. Well, it's probably because I can't say that. That sounds wrong. I was gonna say because we have more population. I don't fucking know. It's wild. Everyone's so aggressive on the enemy team. Yeah, for real. Oh, fucking hell. Listen, Kimbu, I'm just gonna let this be known. Any comment that I make is a joke, You good, bro? Oh, good. like me. Bro! Holy shit! Bro, the Mercy just fucking bullied me. That's what I mean! You even got battle mercies on this fucking ping! Yeah, fuck on. I almost crushed him. You got an Aussie ping and it's like everyone plays while high. Why is it that on your servers everybody plays like chill, like everybody's taking their sweet time, but over here it's like they gotta take a shit but forgot to unqueue. It's like they thought they queued for ranked or something. I swear to God, like I'm gonna push that MMR and quick play. Bro, I'm gonna lose fucking MMR. I need to try hard. The fuck is MMR? Oh, I don't know what you Score. guys call it in this. I'm using league terms because that's what every sweaty Oh, person SR. plays. I know. No chupapi muñaño. There you go. It's the first fight I've won against the Reinhardt, but it took me and 5 others. Like, I need the homies to back me up. I can't solo him. You need a minute? Dude's like the fucking endgame boss, bro. Why do I hear boss music? See, I told you Hans is the answer. Look, you're on fire. Am I? I am. You are. I'm the one who's being your garbage tank, dude. What? What just happened? Drift? Hold on. Never seen a Ryan drift? Bro, that drift was like initial D. No, I've never seen a Reinhardt do that. Holy shit, I've never seen that in my entire... I feel like I lagged at some point because that was insane. I need to watch that back. Yeah, I'm sorry, that drift was unreal. That does not happen with Reinhardt. I have a monkey. Bro! now. Look, they're like 200 IQ. I tried to charge someone. I just got put into a fuckfest. Holy shit. Mercy res? Nice job. He took my mech and just ran with it. Bro, I can't do anything against this stupid Bridget. Forgot her name for a second. Brigitte. Brigitte. La Brigitte. La Brigitte está Shit. estúpida. I just call her Barry.